Bonjour, c'est Claire-Lise. Bienvenue, vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre et nous sommes sur les derniers audios de ce podcast. Et oui, nous avons étudié toute l'année 2024 la dynamique de chaque lune de l'année et nous sommes référés à des enseignements amérindiens, plus spécialement des contes amérindiens, qui nous présentent chaque lune des mois de l'année avec une dynamique particulière et l'année elle-même sous la forme d'une roue chamanique, avec les 12 mois qui composent cette roue. Là, aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier le centre de la roue avec le conte amérindien de la 13e lune, celle qui devient sa vision. Et nous allons commencer toute une série d'audios où nous allons essayer d'explorer ensemble toute cette dynamique, ces caractéristiques de cette énergie du centre de la roue. Pour ceux et celles qui ont suivi tout le processus avec moi et qui est encore là aujourd'hui dans cette fin de roue, eh bien bravo, félicitations. J'imagine que vous ressentez avec moi cette énergie du centre pour l'avoir vécu, pour avoir tourné 12 mois dans une roue et être là depuis quelques semaines dans cette dynamique du centre. Vous devez en ressentir quelques-uns des aspects. Pour ceux qui arrivent par hasard sur ce podcast, sur cet audio, ben vous pouvez quand même écouter cet audio, même si ça ne satisfera qu'une forme de votre intelligence, qui est celle du rationnel, alors que les énergies du centre, c'est vraiment quelque chose qui se vit de l'intérieur. Pour cela, nous avons travaillé ensemble depuis 3 semaines cette dynamique du centre par des rituels. Nous avons eu un premier rituel de 8 jours et 8 nuits dans la spirale de la vacuité, avec toute une reconnexion à notre cœur, à notre centre, à notre Oranda, à notre éternelle flamme d'amour. Et par ce prisme-là, nous avons pris soin pendant 8 jours et 8 nuits de revisiter les 8 directions sacrées à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons pris aussi un temps de récapitulation de notre année 2024, de bilan des leçons apprises et aussi de tout ce que nous avons accompli avec succès. Et dans ce temps-là, nous avons aussi pris un temps de préparation de projet pour le futur. C'était important, on a envie de pouvoir dire au revoir au passé et accueillir avec joie notre futur. Et enfin, nous avons pris un dernier temps qui pour moi est très important, qui est le temps de faire ce rituel que j'ai appelé le rituel de la maison du conseil de la tortue, qui finalement est la conclusion ultime de tout ce que nous avons appris cette année 2024 en lien avec ces contes amérindiens. Alors, si vous suivez le podcast avec moi depuis quelques mois et que vous n'avez pas fait le rituel de la maison du conseil de la tortue, eh bien, je vous invite vraiment à éteindre cet audio, à faire d'abord ce rituel avant d'écouter les audios qui vont arriver, tout simplement parce que sinon, vous allez perdre l'expérience du rituel en écoutant les audios, puisque dans les audios, on va essayer de mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Si vous n'avez pas fait le rituel sur la spirale de la vacuité, eh bien, vous pourriez essayer de le faire en sachant qu'il était important, suivant les enseignements amérindiens, de faire ce rituel de 8 jours et 8 nuits au moment de l'année où Vénus n'est plus visible dans le ciel de la nuit. Et donc, on appelle ça la spirale de la vacuité parce que c'est le moment où l'étoile du soir et du matin disparaît. Et c'est un moment qui est très favorable pour nous à plonger dans l'obscurité de notre intériorité. Donc voilà, nous sommes en train de ressurgir de tous ces rituels et nous allons essayer ensemble de mettre des mots, en tout cas je vais essayer moi de mettre des mots sur ce que je comprends de cette énergie du centre. Donc il va y avoir plusieurs audios, cet audio qui sera sur des généralités sur le centre et on va aussi écouter ensemble la couleur du cristal comme Julie l'a canalisé. Ensuite, il y aura une ou deux audios sur le conte dans ses aspects pluriels, ce 13e conte. On ira comme d'habitude étudier dans une autre audio les blessures du centre et puis ensuite l'ombre du centre et puis on aura essayé d'écouter le couple dans le centre et puis il y aura peut-être d'autres audios ou pas et puis il y aura cette conclusion de la roue qui se fera par un zoom avec Julie et moi et vous
où là, ensemble, on essaiera de mettre des mots sur tout le processus que nous avons vécu. Ce sera pour vous l'occasion de pouvoir parler, témoigner, nous poser vos questions et on pourra échanger ensemble. Et ça sera un Zoom qui ne sera pas public. En tout cas, là, tout le côté échange avec vous ne sera pas public pour préserver votre intimité. Donc, je vous invite à surveiller les dates. Pour l'instant, je n'ai pas encore la date de ce Zoom parce que je me laisse porter par la dynamique du centre qui est encore très active, en tout cas chez moi, pour laisser émerger cette date de Zoom en l'année 2025. Si vous écoutez ce podcast, cet audio, les années qui suivent, il n'y aura probablement pas de Zoom de retour. Voilà, allez, on va démarrer l'audio donc sur les généralités sur le centre. Alors, on a plusieurs questions pratico-pratiques sur l'énergie du centre. Donc, on sait dans cet enseignement que cela correspond à la 13e lune. À la 13e lune, du 13e conte, 13e mère dans notre livre, qui s'appelle Les 13 mères originelles et que nous étudions, qui est notre base d'études sur cette dynamique-là. Donc, est-ce que cette 13e lune est réelle ou pas? Ou est-ce qu'elle est intangible? Alors, on va voir que dans le centre, il va falloir qu'on tienne un petit peu les paradoxes, les oppositions et les complémentaires. Et donc, on peut considérer que cette 13e lune, elle peut être à la fois réelle et intangible. Alors, quand on étudie un peu les calendriers amérindiens, ils comptaient, eux, 13 lunes, là où nous ne comptons que 12 lunes. Dans notre calendrier que nous utilisons en France, on observe qu'il y a des mois où il y a 13 lunes et ça se passe à peu près tous les 2 ou 3 ans. Et exactement, si on fait le calcul, tous les 2,62 années. Donc, pour exemple, nous avons une 13 lunes les années 2009, 2012, 2018, 2020, 2024 et notre prochaine année où il y aura 13 lunes sera l'année 2026. Alors, on appelle aussi cette 13e lune la lune bleue et en Europe, on appelle ça la lune bleue calendaire. C'est-à-dire, on nomme lune bleue lorsqu'il y a un mois où il y a 2 pleines lunes. Et donc, on nomme la lune bleue la 2e pleine lune du même mois. Donc, ce n'est pas forcément la 13e lune. Admettons que sur une année, on a 2 pleines lunes au mois de juillet. La lune bleue sera la 2e pleine lune de juillet. Et donc, ça correspond plutôt, si juillet c'est le 7e mois, la 7e lune, donc la lune bleue correspondrait plutôt à la 8e lune. Par contre, si nous revenons à nos contes amérindiens et entre autres au conte de janvier, il nous est aussi parlé de cette 13e lune qui est la lune bleue. Alors voilà ce qui nous est dit dans le conte de janvier. Les 3 lunes blanches nous donnent une période de repos pendant le temps où les êtres de glace couvriront la terre. Puis les lunes vertes viendront sur 3 cycles, apportant une vie nouvelle au peuple des plantes. Et les 3 lunes jaunes amèneront la période de maturité de pleine lune. Enfin, les 3 lunes rouges suivront, apportant le temps de la moisson. Donc là, on nous parle des 3 lunes des 4 saisons. Hiver, printemps, été, automne. Et ensuite, il nous est dit, et la 13e lune est la lune bleue, celle du moment où tous les enfants de la terre trouvent leur capacité naturelle à changer ou à se transformer. Alors là, du coup, ça suscite des questions, des réflexions et une observation du calendrier. Est-ce que la 13e lune suit la 12e lune par rapport à une numérotation des lunes de manière rationnelle? Ou est-ce que, par exemple, si on est sur l'année où il y a une 13e lune, enfin une lune bleue en juillet, est-ce que la 2e pleine lune serait la 13e lune de l'année d'avant? Et donc, ça voudrait dire qu'on a les 12 mois de l'année et la 13e lune serait, pour cette année-là, fin juillet, au moment de la 2e pleine lune de juillet,
au moment de la lune bleue. Alors, c'est vrai que quand on anime ces processus des 13 mères originelles, c'est un peu un casse-tête. On ne sait jamais où mettre cette 13e lune. Est-ce qu'on la met à la fin de la 12e lune ou est-ce qu'on la met plus tard? Pour ma part, j'ai souhaité écouter dans mon cœur et questionner en fait les 13 mères pour leur demander où c'est que je mettais cette 13e lune quand j'animais des groupes de femmes et qu'il fallait prévoir un séminaire. Les années où il n'y avait que 12 lunes, la réponse était tu la mets au mois de mars, car c'est le passage de la nouvelle roue, l'incarnation de la nouvelle roue. On va y revenir. D'autres fois, ça me disait tu regardes où Vénus disparaît du ciel de la nuit et tu la mets là. Je pense que cette 13e lune, en tout cas le travail, l'écoute de cette 13e lune est une vraie écoute à l'intérieur de nous et elle ne peut pas être faite de manière rationnelle parce qu'elle est porteuse de mystères. On va essayer d'y rentrer dedans dans ces mystères. Déjà, observons la présentation de la roue chamanique. La 13e lune n'est pas placée à la suite de la 12e, elle est placée au centre. Donc on comprend qu'elle a une place particulière, qui n'est pas sur une ligne de temps linéaire. Est-ce que cette 13e lune est là tous les 2 ans et demi pour nous? Je ne sais pas, c'est une question. Il semblerait que dans la maison du Conseil de la Tortue, comme on l'a vu dans notre dernier rituel, les 13 lunes sont mises dans un cercle et la 13e n'est pas forcément au centre. Il semblerait de ce que moi j'en ai vu. Donc, j'ai envie de dire, on est sur un mystère, sur cette 13e lune, et de ma part, il convient d'être prudent, d'y mettre des dogmes et des théories, mais plutôt d'aller explorer ce mystère, mois après mois, année après année, cycle après cycle, et essayer d'en saisir quelque chose en nous-mêmes. Il est possible aussi, de manière concrète pour chacun d'entre nous, que cette 13e lune apparaît dans notre vie quand on est prêt à la vivre, c'est-à-dire quand on est prêt à la transformation et la transmutation. Et il est possible que dans les cycles que nous vivons, année après année, nous ne passons pas par la 13e lune car nous ne sommes pas prêts à cette transformation et cette transmutation. Il est possible aussi qu'il soit normal que nous ne passions pas par la 13e lune chaque année, mais que ça correspond à un certain cycle dans notre vie et qu'à des moments de notre vie, nous arrivons à la fin d'un cycle d'expérience et il est temps pour nous de passer par la 13e lune pour amorcer cette transformation et cette transmutation. En tout cas, dans le processus d'initiation des 13 mères originelles, donc je parle bien d'un processus d'initiation, c'est-à-dire quand on veut suivre ce processus d'initiation année après année, il est intéressant chaque année de repasser par cette 13e lune parce qu'elle nous oblige à nous recentrer à chaque année. C'est-à-dire que quelque part, elle nous oblige à regarder si on est en train de faire un dérapage dans la roue, si on est en train de faire une sortie de roue, si on est en train de petit à petit de se désaxer de notre centre. Et chaque année, elle nous oblige à la fin d'un cycle lunaire, d'une année, de revenir à notre centre de manière initiatique pour réamorcer l'année d'après beaucoup plus centrée. Et du coup, elle est un petit peu la gardienne de notre processus d'évolution dans l'initiation des 13 mères originelles où à chaque fois, elle nous demande de revenir dans notre centre et de reprendre la responsabilité de comment on va créer notre futur, on va aller chercher les visions de notre centre et comment on va aller créer notre futur dans la conscience que nous sommes créateurs. Elle vient nous re-responsabiliser. Elle vient nous aider à réinvestir l'émergence de notre esprit dans notre forme physique. Et en cela, elle nous oblige à faire ce rite de passage chaque année dans le centre
qui est un passage à la complétude et qui est un passage de transformation alchimique. C'est pour ça que l'on parle de processus initiatique, parce que pour aller vivre ça chaque année, il faut le vouloir. Il faut y investir son temps, son énergie, sa conscience, sa présence, son allégeance. Et dès qu'on lâche le processus initiatique, quelque part, il s'arrête. Donc, pour pouvoir le vivre année après année, il faut le suivre année après année, le temps qu'on veut vivre ce processus. Donc voilà, là c'était pour un aspect plus concret, plus concret. Il existe bien des années à 13 lunes, mais ce n'est pas toutes les années. Elles ne se placent pas au même endroit sur le calendrier. On les appelle les lunes bleues. On se pose la question si concrètement elles existent de manière linéaire, elles se placent après la 12e lune, ou si on la place au centre, elle est où dans notre année du coup. Et puis on comprend bien qu'il y a bien une 13e lune initiatique quand on fait un processus initiatique qui va se placer quelque part dans l'année, là où les 13 mères nous disent quelle est cette année-là. Et peut-être souvent elle est en lien avec la période où Vénus disparaît du ciel de la nuit dans notre année. Et cela, c'était le conte de septembre qui nous l'avait enseigné. On voit que notre processus sur Terre est directement relié à ce qui se passe dans le cosmos avec les étoiles et le soleil, et que ce calendrier lunaire nous ramène en permanence à toute une intelligence cosmique qui nous dépasse et qui est l'intelligence de l'horloger. Cela nous place dans la reliance de l'infiniment grand et, encore une fois, notre mental ne peut pas s'en emparer pour essayer d'en faire des dogmes et de dire « j'ai compris, c'est ça et c'est comme ça que moi je fais ». Il me semble que chaque année, en tout cas moi, ça a été mon expérience, chaque année quand je redemandais dans mon cœur aux 13 mères qui me guidaient où c'est que je place la 13e lune, j'avais pas forcément la même réponse. Donc, on s'est questionné sur où se place cette 13e lune sur l'année. Maintenant, vous savez, chaque mois, je vous parle de la dynamique du mois comme si on le mettait sur une horloge et si c'était la dynamique d'une journée, ça serait quelle heure dans notre journée. Donc, où c'est qu'on va placer cette 13e lune sur une horloge? Si c'était l'énergie d'une journée, ça serait quand? Et c'est là où on va rentrer dans la deuxième perception de la dynamique de ce centre, qui est le côté intangible. Alors, de manière tangible, si on regarde une horloge, vous savez, à chiffres avec des aiguilles, là, les chiffres romains avec les aiguilles et les trotteuses là qui tournent, eh bien, le temps du centre serait exactement le point où s'accrochent les aiguilles au centre. C'est-à-dire le point qui fait tourner les aiguilles et qui fait tourner le temps d'une journée. C'est-à-dire qu'on rentre dans la dimension du temps qui existe dans la matière et qui est maintenu par une horlogerie, par une mécanique, une dynamique, un rythme, une présence, comme un chef d'orchestre qui tient le temps. Et en même temps, un temps qui n'existe pas. C'est-à-dire, si vous vous tenez au centre de l'aiguille, le temps tourne, mais au centre, vous êtes relié à l'infini, à l'éternité du temps. Dans ce 13e conte, il nous est dit que cette présence, elle serait comme si c'était quelque part entre l'inspire et l'expire. J'inspire, j'expire, et dans un entre-deux, il y a cette présence qui est toujours là. Finalement, cette 13e lune nous parle de cette présence constante qui est toujours là. Quelle que soit l'heure de la journée, ou quel que soit le mois de l'année, ou quelle que soit l'année au cours d'une vie,
il y a quelque part en nous cette présence qui est toujours là, constante, qui ne bouge pas et qui est reliée à l'infiniment grand, à l'éternité. C'est à la fois un point de jonction qui relie tous les rayons de la roue à son centre, comme une vis qui tient tout là, le point de jonction, et qui va donc créer l'harmonie et la géométrie sacrée de la roue, et qui va permettre à la roue de tourner dans une dynamique harmonieuse et rythmée. Et c'est à la fois un axe qui, du coup, relie les roues entre elles, les roues des années, dans cette spirale. C'est un axe, du coup, qui est à la fois intemporel et interdimensionnel. C'est-à-dire qu'il nous relie à toutes les dimensions, parce qu'il y a eu un temps où on n'était pas sur Terre avant notre naissance et un temps où on ne le sera plus après notre mort. Et c'est comme si ce point du centre était cet axe qui nous relie depuis la nuit des temps et de toute éternité future à notre présence ou à la présence. Donc c'est à la fois un point de jonction et un axe intemporel et interdimensionnel. Donc quand on est dans l'énergie du centre, on est à la fois connecté au temps, au rythme, à la mesure, à la matière, à l'harmonie des choses, à une géométrie sacrée, et en même temps à quelque chose qui est complètement intemporel et interdimensionnel et qui nous dépasse totalement, en tout cas dans l'espace de la structure psychique. Aussi, on peut comprendre que nous avons la capacité de vivre nos journées en lien avec l'heure qui passe. Il y a toute une dynamique qui active notre corps, nos hormones, en lien avec la luminosité et on appelle ça l'horloge biologique. Il y a aussi toute une dynamique qui nous active en lien avec les saisons, une dynamique énergétique. On n'a pas les mêmes dynamiques suivant les mois de l'année, et ça, on l'a vu, donc on l'a exploré dans ce podcast. Mais en même temps, nous vivons nos journées et nos mois de l'année et les années qui défilent dans notre vie de manière intemporelle, interdimensionnelle et centrée, c'est-à-dire dans la présence à qui nous sommes au-delà du temps qui passe, au-delà de la matière. Il y a un espace en nous où nous existons de manière intemporelle. On va parler de l'omniprésence. Le centre nous parle de notre présence, de notre omniprésence, mais aussi de l'omniprésence en général, et quelque part nous relie à la notion du grand mystère, du grand esprit, de Dieu, de l'unité. Chaque fois que vous êtes dans votre centre, relié à votre présence, à votre omniprésence, vous êtes relié au grand esprit, au grand mystère et à l'omniprésence de chacune des personnes qui sont à ce moment-là même reliées dans leur présence. Et vous êtes à ce moment-là dans l'unité de toute chose. Le centre va nous parler de l'unité à la fois de la matière et de l'esprit. Ce centre, c'est l'essence de toute forme matière. C'est-à-dire c'est l'essence qui anime la forme matière. On va parler de l'élément éther au centre. L'éther, c'est donc l'essence qui anime toute forme matière. L'un et l'autre sont indissociables en tant que co-créateurs de vie. C'est-à-dire que la matière seule devient vide de sens et est inerte, et elle ne peut s'expérimenter que s'il y a un esprit qui l'habite et qui l'anime. Et l'esprit, lui, seul, est vide de sens, car il ne peut s'expérimenter qu'en prenant vie et expérience dans la forme. Donc, le centre, c'est l'union, l'unité de l'esprit, de l'essence de l'esprit dans la forme matière. C'est l'élément éther.
On peut dire que l'élément éther, c'est le berceau de ce qui est dans les dimensions denses et subtiles. C'est le berceau de ce qui est dans toutes les dimensions, c'est-à-dire des dimensions à la fois denses, la matière, et subtiles, l'esprit. Alors, si nous revenons à la notion de la lumière blanche et la lumière noire, comme je vous l'ai un petit peu présenté l'année dernière, donc c'est de l'éther que jaillit à chaque instant une nouvelle version du créé. Autrement dit, c'est de l'éther que jaillit à chaque instant l'objet manifesté grâce aux 4 éléments aspects de la lumière blanche. Donc là, on entend la dynamique masculine de l'éther. C'est de l'éther jaillit la forme manifestée grâce aux 4 éléments qui sont les aspects de la lumière blanche. Les 4 éléments sont donc l'air, le feu, l'eau et la terre. Et donc l'éther fait jaillir de ces 4 éléments la forme qui va se manifester de la lumière, de cette lumière blanche. Mais l'éther, c'est aussi la force qui anime le processus de dissolution de la matière. Autrement dit, c'est aussi la force de la lumière noire, du féminin de la lumière. Sans l'élément éther, la mortalité ne serait pas envisageable, car le créé n'aurait nul espace où se dissoudre. Et de la même façon, la naissance ne serait pas possible non plus, car il n'y aurait nulle source qui permettrait le jaillissement de la création. Donc l'élément éther, c'est à la fois la dissolution de la matière et la renaissance de la matière, de la matière à travers la lumière. Donc on entend dans l'éther cette unité des 2 forces opposées et complémentaires de la lumière, lumière noire et lumière blanche, à la fois cette lumière noire qui fait un mouvement de rétraction, de dissolution, de retour au centre, de retour à l'omniprésence, l'omnipotence, le divin, le sans-nom, le grand esprit, le grand mystère, et à la fois de cet espace-là, le rejaillissement par la lumière blanche de la forme manifestée, et donc on va appeler ça l'espace de la naissance ou renaissance. Alors on peut dire aussi que l'éther, c'est le silence, qui est le son de l'unité. Cette omniprésence dans le silence. On va dire aussi que l'éther porte l'immobilité, qui est la danse de l'unité. Et on va dire aussi que l'éther porte l'obscurité, qui est la lumière de l'unité. Donc, l'éther est à la fois le silence, l'immobilité, l'obscurité, la dissolution de la matière et le rejaillissement de la forme à travers la lumière blanche issue de l'éther. On pourrait conclure sur l'éther que c'est un aspect de la source de la lumière qui, à travers cette dimension du cycle, à ce moment-là, apporte la dimension de l'unité au monde matériel. Donc, on comprend bien que sans l'éther, les 4 autres éléments ne peuvent créer une forme. C'est l'éther, c'est comme le liant qui va lier les 4 autres éléments pour créer la forme. Et en même temps, c'est le liant qui, quand il se retire, va dissoudre la forme, la forme, et donc va retirer l'essence des 4 éléments dans la matière. Alors, dans ce centre, on a donc parlé de la notion de l'unité, la notion de la présence, et on a parlé de l'omniprésence. On pourrait définir l'omniprésence comme
la présence divine en tout et partout. Et cette présence divine, elle va prendre donc forme en se personnalisant et s'individualisant. Donc c'est vraiment le jaillissement, c'est vraiment l'espace du jaillissement du masculin divin par le féminin divin, de la lumière blanche par la lumière noire. Donc l'unité de toute chose qui va donner naissance à une unité divine, à une présence divine personnalisée et individualisée qui va prendre forme. Certains appellent cette omniprésence, de cette omniprésence naît la présence « je suis », qui est donc la réalisation de l'être en chacun de nous. Donc de l'omniprésence naît la présence individualisée, personnalité, qu'on peut appeler « je suis », la réalisation de l'être à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et de cet état va découler ce qu'on va appeler l'omnipotence, c'est-à-dire le pouvoir de décision absolue. Et aussi va découler l'omniscience, c'est-à-dire la connaissance de toute chose. Ainsi, on peut dire que dans notre centre, nous sommes à la fois omniprésence, c'est-à-dire nous sommes cette présence divine, je suis, la réalisation de notre être, mais nous sommes aussi omnipotence, c'est-à-dire nous avons le pouvoir absolu sur toute chose, et omniscience, c'est-à-dire la connaissance de toute chose. Aussi, chaque fois que nous passons dans le centre, par le centre, nous sommes invités à nous révéler tels que nous sommes, individus, je dirais enfants de l'esprit et de la matière, présence, je suis, manifestée. Donc je vais répéter, quand nous passons par notre centre, nous sommes invités à nous révéler tels que nous sommes, individus, chacun de nous enfants de l'esprit et de la matière, à nous manifester dans cette présence, je suis manifesté dans la matière. Je suis manifesté dans la matière. Présence, je suis manifesté dans la matière. Le centre nous rappelle que nous sommes des êtres de pouvoir, c'est-à-dire que nous sommes potentiellement des êtres réalisés dans le centre, omnipotents, donc dans ce pouvoir absolu, omniscient, c'est-à-dire nous avons la connaissance de toute chose, et omniprésent, c'est-à-dire relié à cette présence divine qui crée et unit toute chose de la vie, c'est-à-dire le divin, l'esprit du divin en nous. Nous avons donc la capacité de créer l'harmonie et l'équilibre en toute créature et création. Et cela dans notre pouvoir individuel, qui correspond à notre médecine particulière, la nôtre, nos dons et nos talents. Finalement, nous comprenons au centre que nous vivons dans ce centre, qui est la couleur, je rappelle, du cristal et l'arc-en-ciel tournoyant selon notre conte, notre enseignement amérindien. Quand nous sommes dans le centre, nous comprenons que nous sommes la lumière de l'unité, diffractée dans les 13 rayons d'expérience, et nous sommes donc libres de faire grandir, c'est-à-dire d'expanser notre personne individualisée de lumière. Donc je répète, quand nous sommes au centre, nous comprenons que nous sommes l'unité de la lumière du grand esprit, du grand mystère, du sans-nom, on l'appelle aussi comme ça, la lumière, l'unité de la lumière noire et de la lumière blanche, diffractée dans les 13 rayons d'expérimentation,
Et quand nous sommes au centre, nous sommes libres de faire grandir, c'est-à-dire d'expanser en nous notre personne individualisée de lumière. C'est-à-dire nous sommes tous individualisés, différents, différenciés dans l'unité. Et nous avons tous le choix, quand nous sommes dans le centre, de nous faire grandir selon les 13 rayons diffragmentés de la lumière de l'unité, selon notre volonté propre. Nous avons donc ce choix et nous avons compris à travers l'écoute du conte et l'expérience que nous avons fait dans nos différentes rituels du centre, que nous sommes responsables d'orienter notre esprit dans la matière en lien avec les 4 éléments et les 13 rayons de lumière que nous expérimentons dans cette roue. Donc, nous avons parlé de la notion de la présence, de l'unité, et c'est aussi l'espace de la conscience. Et on le voit de manière très puissante dans ce 13e conte. Les yeux qui ont la connaissance et qui voient tout. Aussi, quand nous sommes dans le centre, nous allons faire tomber l'illusion de la réalité. Nous allons nous confronter à notre propre fantasme de réalité, c'est-à-dire nous avons créé notre réalité de manière décentrée. D'une certaine façon, nous nous racontons des histoires en lien avec les expériences que nous vivons, les sensations, les pensées que nous avons. Et quand nous sommes au centre, nous voyons tout d'un coup notre fantasme de réalité. Et c'est un espace où nous avons la possibilité, dans la conscience, de retisser le rêve, le nôtre de rêve, celui de notre individualité, celui de notre personnalité, celui de notre être de lumière individualisée. Nous avons la capacité de tisser le rêve dans le réel en lien avec l'unité et notre être manifesté dans la matière. Donc dans le centre, nous avons un pouvoir de création énorme. Mais ce n'est pas tout. Dans le centre, nous retrouvons cette capacité individuelle de créer en lien avec la lumière blanche, mais en même temps, nous prenons conscience de l'unité de l'ensemble, c'est-à-dire que nous faisons partie d'un univers holographique et que dans la matière, nous ne sommes que l'expression holographique d'autres espaces de création qui co-créent avec nous. C'est pour ça que je vais parler de multidimensionnalité, de cosmos, de l'univers. Et c'est une dimension que nous avons explorée avec la mère d'Avril, celle qui voit loin. Et dans cette conscience holographique, dans cette conscience cosmique, dans le centre, nous comprenons qu'à la fois nous créons dans l'individualité, l'individuel, et à la fois dans le collectif. Et que nous avons une responsabilité de conscience de notre pouvoir créateur, à la fois dans notre individualité et dans le collectif. Et le collectif qui n'est pas que un collectif sur Terre, mais aussi un collectif cosmique. On est donc dans le centre, dans un espace où nous faisons tomber notre illusion de réalité. On appelle ça la levée du voile. Et tout d'un coup, nous pouvons avoir des espaces de conscience qui se manifestent à nous. Et nous allons pouvoir comprendre un peu plus notre place dans ce grand jeu cosmique, à la fois sur Terre, entre nous, et donc dans le cosmos. Ok, alors peut-être que là on se dit « Oh là là, je vais vite aller refaire les rituels parce que j'ai un peu loupé mon rituel. » Et oui, c'était important de faire les rituels avant cet audio pour aller explorer où nous en sommes dans notre pouvoir créateur, dans notre conscience, dans notre présence et sortir de l'illusion de la réalité, de tout ce qu'on se raconte dans notre ego, de tout ce qu'on se raconte sur notre petite vie,
qui serait soi-disant grandiose et de notre pouvoir. Quand on est dans le centre, souvent, on est face, finalement, à notre petitesse. Parce que le centre nous demande, finalement, d'avoir la maîtrise de notre réalisation. C'est l'espace où nous allons maîtriser, apprendre à maîtriser dans la matière la puissance de notre esprit, dans la présence, c'est-à-dire l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence, et dans la conscience. Et donc, souvent, quand on expérimente des rituels du centre, eh bien, les illusions de réalité tombent et on se rend compte que peut-être on est tout petit dans notre réalité, dans la maîtrise des énergies de notre centre. Et là, donc, j'en viens à, vous savez, chaque mois, je vous parle de l'énergie du mois en lien avec la roue de l'autonomie. Donc, je vous rappelle les étapes de la roue de l'autonomie: l'indépendance, la contre-dépendance, pardon, je me suis trompée, la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Et donc, au centre de cette roue de l'autonomie, l'autonomie. Donc, on a une roue de l'autonomie, le centre étant l'autonomie. Et autour de cette roue, le déploiement dans la matière va passer par la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Donc, le centre va nous parler de notre autonomie, qui va être, comme on va dans le centre orienter les 4 éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau, pour manifester dans la matière ce que notre esprit, le rêve de notre esprit. Dans notre autonomie, nous allons manifester dans la matière en orientant ces 4 dimensions qui sont la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Dans notre centre, dans l'autonomie, nous allons orienter ces 4 dimensions de nous-mêmes pour aller manifester dans la matière, dans un projet individuel et collectif, quelque chose qui est de l'ordre de notre rêve qu'on va vouloir faire passer dans la matière. Et parfois, pour faire passer notre rêve dans la matière, nous avons des espaces de nous qui sont dépendants, d'autres contre-dépendants, d'autres indépendants et d'autres interdépendants. Et notre autonomie, c'est notre capacité à orienter ces espaces de nous et à co-créer avec les autres, en lien avec aussi nos espaces d'autonomie, c'est-à-dire à tisser ensemble le rêve dans la matière, à la fois de manière individuelle et collective, en jouant sur nos dynamiques de dépendance, de contre-dépendance, d'indépendance et d'interdépendance. Et donc là, dans le centre, nous sommes dans la maîtrise de notre réalisation à la fois individuelle et collective. Donc, suivant où vous en êtes dans votre cycle, puisqu'il y a des cycles qui durent plusieurs années, et parfois on est sur la fin d'un cycle, donc c'est une année qui clôture un cycle, ou on est sur des années qui démarrent un nouveau cycle, ou on est en milieu de cycle, et en même temps on est à la fin d'une année, donc suivant où vous en êtes sur votre cycle, quand vous expérimentez les rituels du centre, vous êtes plus ou moins dépendant, contre-dépendant, indépendant ou interdépendant. Et c'est OK. C'est-à-dire que nous expérimentons dans la matière le pouvoir créateur de notre esprit. Et c'est pas pour ça que quand on est dans notre centre, on est super fort, super divin, rayonnant. Non. On peut vivre des expériences dans notre centre d'anéantissement. Et je rappelle que dans notre centre, c'est aussi l'espace de la lumière noire qui se rétracte. Et on peut avoir cette sensation dans le centre d'être complètement anéanti ou voilà, est rendu quasi comme un petit fœtus, voire une petite graine de lumière, voire plus rien du tout. Ou alors, suivant certaines années, on peut se sentir dans un potentiel lumineux qui se déploie de plus en plus fort. Et ça dépend de où on en est dans notre cycle. Aussi, pour ceux qui ont suivi les rituels que j'ai proposés depuis 3 semaines, eh bien,
bienvenue dans ce que vous avez expérimenté. On aura donc un Zoom pour en parler ensemble. Que ce soit très difficile ou très jouissif, peu importe, ce qui est important, c'est de l'avoir vécu et de pouvoir y poser des mots aujourd'hui pour le comprendre dans votre conscience. Alors, aussi pour dire là, une question que je me suis posée, c'est finalement combien de temps dure cette lune du centre? Est-ce qu'elle dure plusieurs années? Est-ce qu'on pourrait passer plusieurs années dans le centre? Pourquoi pas? Est-ce qu'elle dure 8 jours et 8 nuits, comme nous le dit une partie du conte de septembre? Et donc, je me suis posé la question. La réponse était en fait, on peut vivre des cycles d'années dans chacune des dynamiques de la roue ou dans des axes particuliers. Par exemple, vous pouvez passer plusieurs cycles d'années dans la fréquence rouge de juin à expérimenter cette dynamique qui va vous faire travailler aussi la fréquence pourpre de décembre dans l'axe de la roue. Et donc, nous pouvons aussi passer plusieurs années dans le centre. Mais en général, quand on regarde juste par rapport au cycle lunaire, chaque année, quand on va revisiter notre énergie du centre, on peut partir du principe qu'on est parti pour 28 jours comme un cycle lunaire. Aussi, concrètement, dans l'énergie de l'année, quand nous allons vivre l'expérience de notre centre, c'est un moment particulier car nous chevauchons à la fois la dynamique du mois en cours dans l'année, plus la dynamique du centre. Et la particularité, c'est que les mois en cours qui chevauchent le centre vont nous aider à aller explorer notre énergie du centre. Donc cette année, nous avons chevauché deux dynamiques qui étaient les 15 derniers jours de mars et les 15 premiers jours d'avril, qui est donc la fin de la lune de mars, de celle qui pèse la vérité, et le début de la lune d'avril, celle qui voit loin. Et cette année, donc cette année 2025, ces deux lunes nous ont aidés à examiner, à aller explorer notre énergie de notre centre, tout particulièrement. Donc c'est aussi avec cet œil-là qu'on est allé l'explorer. Donc chaque année aussi, l'exploration de la dynamique de notre centre, suivant où il va se placer, sera différente. Je rappelle aussi ce que j'ai souvent dit l'année dernière, c'est que pour se recentrer quand on vit les énergies d'un mois en cours, pour aller se recentrer, pour aller essayer de capter chaque mois l'énergie de notre centre, on va se dynamiser avec la lune opposée sur la roue, c'est-à-dire sur le même rayon. Et donc là, par exemple, nous sommes en avril et notre lune opposée, c'est la lune d'octobre. Donc avril travaille avec octobre et si nous voulons nous recentrer en avril 2025, eh bien nous allons travailler avec la lune d'octobre 2024 et 2025 qui va nous aider à retrouver les énergies de notre centre dans notre lune d'avril 2025. Donc, quand nous sommes dans le centre, et je ne sais pas si vous l'avez vécu quand vous avez fait la spirale à vacuité, où chaque jour et chaque nuit, vous êtes allé explorer une orientation magnétique, puisqu'on est allé explorer l'Est, le Sud-Est, le Sud, le Sud-Ouest, l'Ouest, le Nord-Ouest, le Nord et le Nord-Est, et ensuite le centre. Eh bien, c'était une façon d'aller nous polariser de manière électromagnétique pour aller finalement nous purger et faire émerger quelque chose de la levée du voile chaque jour de notre centre en nous purgeant de manière électromagnétique dans nos polarités. Comme si nous étions des limailles de fer et chaque jour nous allions orienter nos limailles de fer dans des pôles magnétiques différents pour aller expérimenter en nous les différents pôles électromagnétiques qui composent notre être. C'était la proposition de l'expérience de la spirale à vacuité. Eh bien,
nous avons la capacité de faire la même chose, c'est-à-dire chaque lune de l'année nous polarise dans une orientation électromagnétique de la roue et nous pouvons de manière volontaire nous polariser de manière électromagnétique avec la dynamique opposée, c'est-à-dire le moi opposé sur le rayon, pour aller nous faire retoucher quelque chose de l'énergie du centre et nous aider à nous recentrer pour repartir dans l'unité, la présence, notre pouvoir et notre connaissance et notre conscience dans ce que nous vivons au quotidien, dans notre vie, mais aussi dans notre année, et pour pouvoir être de plus en plus dans la maîtrise de nos énergies et de notre vie. Alors, pour finir cet audio, la couleur associée à l'énergie du centre dans notre enseignement chamanique, c'est la couleur de la lumière du cristal. La couleur et la lumière du cristal. Et donc, Julie est allée canaliser en lien avec les 13 mères originelles quel était l'enseignement de cette lumière et couleur du cristal, et elle nous en a fait un audio. Et vous avez aussi la possibilité de télécharger le texte et donc de le lire. Donc merci à Julie pour ce travail énorme et toute la qualité de sa canalisation et la puissance des textes qu'elle reçoit. Alors évidemment, pour moi, il ne sera pas possible de rentrer dans la puissance du texte sur la lumière de cristal. On va le survoler et je vous inviterai à réécouter l'audio de Julie et à relire le texte, car là, vous avez du pain béni pour aller saisir quelque chose en vous de très puissant et très profond. Donc, Julie intitule son texte sur la couleur du centre « Lumière cristal de la lune bleue de la transformation, arc-en-ciel tournoyant. Lumière cristal de la lune bleue de la transformation, arc-en-ciel tournoyant. » Et son texte démarre comme ça « Lumière cristal, terre de lumière, terre de matière. » On va retrouver ici l'incarnation de la lumière dans la matière et sur terre et dans l'élémentaire. La lumière cristal de la source à la terre est un prisme de savoir. Donc on voit la reliance directe de la source à la terre, la planète, est un prisme de savoir, une lumière qui prend corps dans la connaissance et qui s'incarne en conscience. Donc on va retrouver là, la notion d'omniscience, le savoir, la connaissance et la conscience, et la notion d'incarnation. Je me permets, dans une parenthèse, de dire que toute forme de spiritualité, de religion, de bien-pensance qui reste dans des théories, des dogmes et qui ne s'incarne pas dans la matière est donc une fausse spiritualité, c'est-à-dire ne passera jamais par l'énergie du centre et ne passera jamais par l'énergie du divin en chaque personne. J'ai envie de dire, être spirituel, c'est incarner sa spiritualité, c'est la manifester dans la matière. C'est là que c'est impressionnant, c'est pas ce qu'on dit qui est impressionnant, c'est ce qu'on est et ce qu'on fait. Donc peut-être que la spiritualité des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, c'est de pouvoir faire féconder la source sur Terre et à travers nous de la manifester dans la matière concrètement. Et ça, c'est le grand challenge. La lumière cristal n'a pas de sens, mais toutes les directions y sont contenues et réfractables. Donc on comprend bien que toutes les directions sont dans le centre et en même temps, on peut réfracter du centre toutes les directions. C'est ce qui fait la notion solaire et la notion de l'arc-en-ciel. La lumière cristal recharge vivante de la clarté de l'esprit. On comprend ainsi que la lumière cristal vient nous aider à lever les illusions de notre mental, de notre structure psychique, à lever le voile de l'illusion, à nous aider à reprendre la clarté de notre esprit pour repartir dans la conscience. Cristal, corps de matière du messager. On entend qu'il y a dans cette conscience, du monde de l'esprit, il y a quelque chose qui descend dans la matière pour faire passer un message. Corps de matière du présage, quelque chose donc qui nous annonce l'avenir, et de la révélation.
quelque chose qui nous éclaire dans nos consciences et qui va, dans cet éveil de conscience, nous amener cette révélation. Corps de lumière de l'humanité, en son unique décor, celui qui maintient et fait battre le cœur du souffle, l'être vivant. Celui qui maintient et fait battre le cœur du souffle, l'être vivant, dans le corps de lumière de l'humanité. Et il nous est précisé, être vivant comme un cristal, c'est diffuser le parfum de son unicité intérieure en son centre. On va voir là la notion de l'unicité et aussi de la multiplicité. La lumière cristal, terre nombril d'une humanité qui explore sa lumière, du un et de la multiplicité. Donc ce corps de lumière de l'humanité qui fait battre le cœur du souffle, l'être vivant, on retrouve dans le rituel qu'on a fait de la maison du Conseil à Tortille la notion du cœur vivant du nombril et des cordons de lumière, où cet être vivant comme un cristal, c'est à la fois diffuser son parfum de son unicité en son centre, et à la fois c'est cette terre nombril d'une humanité qui explore sa lumière du un et de la multiplicité. C'est-à-dire, nous sommes tous interreliés, à la fois un et multiples, et interreliés par ce cordon de lumière, et cet être cristal nous ramène à ce cœur de souffle qui souffle en nous, dans notre unicité, mais aussi dans notre reliance dans le multiple. Alors, encore une fois, c'est mon prisme de décodage à moi, et je vous invite vraiment à écouter cet audio de Julie et à lire le texte à votre façon à vous, parce qu'évidemment, vous avez votre propre médecine qui n'est pas la mienne, et il est dommage que vous écoutiez mon décodage sans avoir entendu le vôtre en amont, puisque le vôtre est le plus juste pour vous. Et le mien ne vient que compléter le vôtre dans cette multiplicité. Donc évidemment, ça demande, ce processus initiatique des 13 mères originelles, un travail personnel, un travail de conscience, un travail d'écoute, et le mystère des lumières de couleur des 13 mères originelles sont des portes et des clés qui nous ouvrent à des mondes infiniment grands, où chacun va être dynamisé par le prisme de la lumière dans sa médecine propre. Donc, c'est important que chacun d'entre nous allions faire ce travail de se laisser dynamiser par ce prisme de la couleur pour pouvoir en comprendre quelque chose en nous-mêmes, de nous-mêmes, et ensuite partager ensemble ce que nous en avons retiré l'un et les autres, et souvent ce ne sont pas les mêmes choses, pour aller dans cette multiplicité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le texte qu'a canalisé Julie va nous donner un décodage aussi du crâne de cristal. Il nous est dit, le crâne de cristal est un canal de communication de la conscience humaine. Canal de communication de la conscience humaine. Conscience, du coup, cristalline, hein, qui est à la fois un et multiple. Alors, ensuite, la guidance de Julie est un petit peu coquine et nous dit l'étoile cristal constellée de couleurs, donc de l'arc-en-ciel, moi j'en entends de toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, constellée de couleurs, prend sa place en interne comme un soleil dans un univers et une lune des possibles. Donc on entend là la dimension du masculin et du féminin cosmique, le soleil, la lune, mais à la fois l'étoile, qui est en lien avec l'unité de la création, l'unicité de chaque étoile, mais l'unité de l'ensemble, l'étoile, le soleil, la lune, qui prend place dans une constellation de couleurs, mais aussi dans un univers en nous, qui est le nôtre, mais dans une lune des possibles. On sent aussi que le soleil, il a plein de rayons différents, et on sent que c'est à la fois dans cette unité qui est en nous-mêmes que prend place toutes les couleurs de la lumière, dans un féminin qui peut créer tous les possibles, avec la puissance du soleil qui vient
de manière très spécifique, s'installer dans un univers qui est le nôtre et qui va proposer, par rapport à l'étoile cristal en nous, qui est probablement notre cœur, va nous proposer une multiplicité des couleurs et du coup une création des possibles multiples, c'est-à-dire une lune des possibles, un féminin qui va pouvoir, avec cette lumière du masculin, créer tout l'univers des possibles à travers cet être que nous sommes et qui est visité, donc cette lumière du soleil qui vient nous visiter dans notre cœur, dans notre étoile du cristal, et qui va aller rayonner dans notre utérus ou dans notre principe féminin pour pouvoir tisser et créer l'univers des possibles avec tous ces rayons de soleil, tous ces rayons de soleil et ces couleurs arc-en-ciel. Nous continuons la lecture du texte. La mémoire cristalline, là on est dans la mémoire cristalline et le souvenir de ce qui prend corps. Le cristal, c'est quelque chose qui est solide. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de l'air, c'est du solide. Et le souvenir de ce qui prend corps, rien n'est plus solide que ce qui peut être brisé. La multiplication fait aussi l'unité. On nous a rajouté le cristal lumière, lumière, pour passer de la fracture à la résolution. L'équation à égalité part toujours d'un zéro pour arriver à l'unité. Il semblerait, en tout cas moi je prends conscience que dans le centre, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de bien et de mal, il y a une expérimentation dans la matière, du solide, du brisé, de la multiplication, mais aussi de l'unité, et que ce qui est brisé nous amène, donc passer de la fracture à la résolution, nous amène à prendre de nouvelles décisions, de nouvelles résolutions pour aller dans une direction. Et l'équation à l'égalité part toujours d'un zéro, de rien, pour arriver à l'unité. Donc l'objectif de l'expérience du centre du cristal, c'est de nous faire, par cette puissance qui est à la fois l'unité, le multiple et tout ce qu'on vient de voir, de nous aider à partir du zéro pour arriver à l'unité, en passant par la mémoire de ce qui prend corps, de ce qui est brisé, mais aussi la multiplication qui va faire l'unité. On est dans un texte excessivement puissant. Je me sens très limitée pour exprimer ce que je ressens. Encore une fois, je vous inviterai à y rentrer dedans à votre façon. Dans un temps de ralentissement, de volonté d'écoute, de prière, parce que ce texte peut vraiment vous révéler beaucoup de choses de ce que vous êtes en train de vivre. Ensuite, il va y avoir toute une partie qui est en lien avec la couleur. Là aussi, ça mériterait un temps de ralentissement. Je vais rapidement le lire et puis je vous invite encore une fois à réécouter Julie, qui a pris beaucoup de temps pour répéter le texte avec un ralentissement en nous proposant un espace un temps de méditation, d'intériorisation où elle répète le texte 3 fois, ce qui nous permet d'aller de plus en plus loin dans nos couches de conscience et d'aller décoder des choses, trouver en nous des décodages qu'on ne peut pas trouver comme ça rapidement sur un audio. Donc je vous inviterai encore une fois à réécouter l'audio de Julie. Mais rapidement, nous allons donc passer sur le côté de la colorimétrie. La lumière cristal est constituée de points invisibles entrant en résonance comme des cordes de lumière accordées ensemble pour jouer leur symphonie. Le cristal est la preuve vivante que la matière est un projecteur de lumière infinie invisible et visible en transparence ou en colorimétrie. Donc le cristal est transparent, vous faites passer de la lumière et la lumière elle est blanche et elle va sortir diffragmentée en rayons de lumière de couleur. Donc il est la preuve vivante que la matière est un projecteur de cette lumière infinie invisible et multiple, et qui est rendu visible en transparence ou en colorimétrie. Et donc, il y a une histoire de points visibles qui rentrent en résonance comme des corps de lumière
accordés, qui jouent ensemble leur symphonie. Donc là, on est dans quelque chose qui se réfère au monde quantique, au monde de la lumière, au monde spirituel, et je nous laisserai chacun y aller à notre rythme dedans. La lumière cristal est la coupe du réverbère. On entend qu'il y a une forte dimension féminine qui reçoit la lumière de ce qui reflète, le réverbère. L'arc-en-ciel danse dans la coupe et se déverse. Il foisonne sans jamais perdre en intensité. L'arc-en-ciel, la dimension masculine, danse dans la coupe et se déverse. Il foisonne sans jamais perdre en intensité. Donc c'est une dynamique féminine qui n'aspire pas, qui ne vampirise pas, qui contient. Et dans ce contenant, la lumière danse et foisonne sans jamais perdre en intensité. Il coule et s'écoule tout au long de la destinée comme le ferait une source d'amour inépuisable. Chacun, chacune a son propre arc-en-ciel et sa référence est commune à tout être sans aucune exception. Donc on voit encore là cette dimension qu'à la fois on est unique et unité, on a chacun notre propre arc-en-ciel, mais notre référence est commune sans aucune exception. Il n'y a aucun être qui peut dire qu'il n'a pas une référence commune dans le cristal à tous les autres êtres. On a tous une référence commune de la lumière, mais nous avons tous notre propre arc-en-ciel. Et alors on voit que la vibration des lumières de l'arc-en-ciel, de la force cristalline en tant qu'émetteur et récepteur, est la pile de l'énergie du soi manifesté. On sent qu'on est là dans le centre de l'énergie de vie de l'univers et que de revenir dans notre centre et d'aller se reconnecter à notre lumière cristal arc-en-ciel à l'intérieur de nous nous permet de repartir dans notre énergie de vie et de repartir dans la danse du vivant en soi-même et avec tout. La vibration des lumières de l'arc-en-ciel, de la force cristalline en tant qu'émetteur et récepteur est la pile de l'énergie du soi manifesté. Si nous ne passons pas dans notre centre, eh bien, nous allons perdre de l'énergie. Alors qu'en repassant dans notre centre, en se réénergisant avec la vibration de ces lumières de notre arc-en-ciel, ça va donc générer et recevoir de l'énergie et c'est la pile, notre dynamique énergétique de l'énergie de notre soi manifesté, de ce soi qui passe dans la matière. Si nous ne passons pas par notre centre, nous ne manifesterons jamais dans la matière qui nous sommes réellement. C'est vraiment une exigence spirituelle finalement. Nous pouvons avoir tout un tas de beaux discours de blabla, d'ego et tout. Si nous ne passons pas dans notre centre et notre centre fait écrouler toutes nos illusions, nous ne manifesterons jamais rien de divin dans la vie. Quand l'amour danse sa vie, la vie danse et les vies dansent. Quand l'amour danse sa vie, revenir dans son centre, dans cette lumière du cristal et dans cette énergie du soi manifesté, bien sûr, ça nous relie à l'amour qui va danser sa vie. La vie va donc danser à travers nous et les vies dansent ensemble. Mais il y a un petit jeu de mots de l'évidence. On est dans le processus de l'harmonisation, de ce qui va devenir évident entre nous et en nous. D'où l'importance de passer par notre centre régulièrement, peut-être plusieurs fois par jour, pour harmoniser notre vie dans l'amour, danser notre vie, que la vie danse à travers nous, et que les vies dansent entre nous, et que ça devient une évidence. Et donc le texte précise l'évidence de ce tourbillon qui s'étend comme des vagues, des ondes sonores. On a vraiment la notion de l'énergie et des ondes, est visible à partir du point de non-retour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on manifeste dans la matière quelque chose, on est dans un point de non-retour. Une fois c'est toujours cette peur de devenir visible, de manifester dans la matière notre lumière. Une fois qu'on est visible, on est dans un point de non-retour.
cette lumière éclairante qui jaillit et touche à tout. Hein, donc c'est la puissance de notre centre, hein, d'incarner notre être divin dans la matière. Et cette aura, hein, cette évidence, ces ondes de forme, hein, qui vont s'étendre comme des vagues ou des ondes sonores, vont être visibles. À un moment, on n'est pas visible, à un moment, ça va être visible. Et à partir du moment où c'est visible, on est dans un point de non-retour. Et cette, du coup, lumière qu'on va manifester à travers nous sera éclairante. Et elle va jaillir et toucher à tout. Donc, on est vraiment dans l'espace du divin qui se manifeste et qui participe dans ce jaillissement de lumière à la manifestation du tout dans la matière, sur Terre. Donc il nous est dit, la promiscuité de la source du vivant est telle qu'il est facile d'y rester dedans. Quand nous avons l'habitude de rester dans notre centre, eh bien nous sommes en promiscuité de la source du vivant. Et donc ce texte nous dit qu'il est facile d'y rester dedans. Donc c'est un espace de non-dualité, de non-séparation, d'unité. Le cristal et l'arc-en-ciel tournoyant sont l'œuvre de l'humanité qui s'exprime dans sa particularité, être humain. Le cristal et l'arc-en-ciel tournoyant sont l'œuvre de l'humanité qui s'exprime dans sa particularité, être humain. Donc nous avons cette œuvre à faire ensemble, l'œuvre de l'humanité, c'est de nous exprimer dans notre particularité d'être humain. Et pour cela, nous l'exprimons à partir du centre, de notre centre, de l'expression de la lumière, la couleur du cristal et de cet arc-en-ciel tournoyant. La main du soi guide notre être pour que nous puissions être notre soi de notre même, notre même. Donc il y a un jeu de mots avec l'amour et être soi-même. La main du soi en nous guide notre être pour que nous puissions être notre soi de notre même, soi-même, et de notre même, de cet espace de nous qui est l'amour pour nous. La particularité d'être humain, c'est la main du soi qui guide notre être pour que nous puissions être nous-mêmes, notre soi-même, et notre même, c'est-à-dire nous aimer, être cette source d'amour qui nous aime. Dernière phrase, et je vous remercie pour votre attention. Je sais que l'exercice est difficile pour tout le monde. Les lumières de l'arc-en-ciel tournoyant en lien avec l'aurore boréale ont une spécificité, celle de s'incarner dans le noir de la nuit afin de mettre à jour et de naître au jour. Et je vous laisse sur cette phrase à méditer en vous-même, dans votre cœur, dans votre centre, dans votre être divin. Pour en comprendre la signification profonde, je nous rappelle que cette initiation des 13 mers originales revient souvent sur les aurores boréales. La notion de l'arc-en-ciel tournoyant a été en filigrane aussi un peu partout. À la fin de cette initiation, nous y revenons en zoom dessus, dans l'énergie du centre. Nous venons d'y passer un petit moment ensemble par cet audio. Je vous propose d'y repasser de longs moments tout seul dedans pour en comprendre le mystère et l'évidence. De mon côté, j'en ai quelques décodages qui sont en exploration depuis des années, que je ne vous partagerai pas ici, puisque je ne suis pas dans l'évidence, mais dans l'évidence qui est quand même, reste des parts de doute, et donc la sagesse en moi m'invite à ne pas en parler plus que ça, puisque je pourrais me tromper. Mais j'invite chacun d'entre vous qui avait été intéressé par ce processus, cet enseignement, cette voie initiatique des 13 mers originelles, à rentrer dans le mystère des couleurs, dans le mystère des aurores boréales et de l'arc-en-ciel tournoyant. Nous rentrons aussi ici dans le mystère de la Terre, la planète Terre, de son intelligence et aussi de sa prophétie.
Et c'est sur ces paroles-là que je vous quitte pour cet audio. Je vous souhaite une bonne intégration. J'espère que cet audio vous a plu malgré sa complexité. Si c'est le cas, eh bien, mettez des pouces, likez, mettez-moi des commentaires pour me dire comment ça vous a parlé, comment ça vous a plu ou pas. Partagez si vous pensez que ça peut intéresser des personnes. Je vous rappelle que pour l'année 2025, ce podcast est en rediffusion sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle Claire-Lise et Julie, les artistes du renouveau. Vous pouvez vous y inscrire, mettre la cloche pour avoir les annotations et les audios, qui sont les mêmes que cette année, que sur ce podcast, sont rediffusés au rythme que Julie donne. Et merci à Julie de s'occuper de cette lourde charge de rediffuser ces audios pour que nous puissions en profiter encore une année supplémentaire, de se laisser bercer par ce rythme et de laisser ces audios venir à nous et nous aider par l'écoute de ces audios à rester dans cette roue des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour la prochaine audio. Nous allons dans la prochaine audio, que je pense qu'il y en aura 2, explorer la dynamique du conte de celle qui voit loin, de la 13e mère, sous ses aspects pluriels. Je vous souhaite une bonne intégration et je vous dis encore à bientôt pour la suite.